À 2h20 du matin, le 15 avril 1912, 7,5 millions de dollars ont disparu dans l'Atlantique en moins de 3 heures. Mais ce n'était que le début de l'histoire économique du Titanic. Avec des coûts de construction de 7,5 millions de dollars et des revenus attendus sur la durée de vie de 20 millions de dollars, il a été conçu comme une entreprise. Mais sa vraie valeur n'a augmenté qu'une fois brisé au fond de l'Atlantique. Dans cette vidéo, nous calculons le bilan d'une épave qui prend de la valeur même si sa carcasse se détériore à 3800 mètres sous la ligne de flottaison. Au-delà des gros titres sur la catastrophe, des films au tourisme d'aventure, entre les objets mis aux enchères et les frais d'entrée, il y a quelque chose à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais. L'économie stupéfiante du Titanic. Le Royal Mail Ship Titanic n'était pas un navire ordinaire, mais le plus grand paquebot du monde à son lancement. Fierté de la White Star Line, il était le deuxième des 3 paquebots de classe olympique construits à Belfast par Harland et Wolff. Les rivaux de la Cunard Line construisaient les paquebots les plus rapides du monde. Alors la White Star a choisi de rivaliser non pas sur la vitesse, mais sur la taille et le luxe. Le Titanic et l'Olympique ont chacun coûté 7,5 millions de dollars en 1912, soit plus de 200 millions aujourd'hui. Les passagers de première classe bénéficiaient d'une piscine, de bains turcs, d'un gymnase, de salons fumeurs, de grands restaurants et de cabines parmi les plus luxueuses jamais vues en mer. Cette richesse côtoyait des immigrants qui avaient payé toutes leurs économies pour des billets de 3e classe afin de rejoindre l'Amérique. Ce n'était pas juste un navire, mais une économie flottante. La taille du Titanic était sans précédent, avec ses 269 mètres de long, un déplacement de 46 000 tonnes et des moteurs capables de produire 50 000 chevaux. Pour la White Star Line, ce n'était pas un luxe, c'était un atout. Un navire conçu pour effectuer des dizaines de traversées chaque année, transformant la vente de billets en bénéfice. Le cœur de l'activité du Titanic, c'était la vente de billets, avec des prix reflétant l'écart économique vertigineux de l'époque. En 1912, un billet de 3e classe coûtait 35 $, soit environ 1000 $ aujourd'hui. Mais les suites de première classe les plus luxueuses étaient à des prix astronomiques, coûtant bien plus de 4000 $, soit 100 000 $ aujourd'hui, une somme qui représentait plus de 10 ans de salaire pour un travailleur moyen en Grande-Bretagne à l'époque. Sur sa durée de vie prévue de 20 ans, le Titanic devait rapporter entre 15 et 20 millions de dollars en 1912, soit largement de quoi rembourser son coût de construction plusieurs fois. Pour les investisseurs, le Titanic était une source de profit. Pour les passagers, c'était un palais flottant, mais dans l'histoire, il est devenu tout autre chose. À bord se trouvaient des personnes riches, influentes, mais aussi pleines d'espoir et de détermination. Le modèle économique de White Star reposait sur la vente du prestige, de la taille et du luxe. Le Titanic n'a pas été conçu comme le paquebot le plus rapide. Le Lusitania et le Mauritania de Cunard pouvaient distancer le navire. Mais le Titanic promettait autre chose, la stabilité, le confort et la grandeur. La White Star pensait que le confort, et non la vitesse, dominerait le marché des immigrants et du luxe sur l'Atlantique, vendant les billets à prix élevés. À ce stade, les bénéfices prévus du Titanic atteignent 20 millions de dollars. En 2025, cela équivaudrait à environ 622 millions de dollars ajustés à l'inflation. Le 10 avril 1912, le Titanic a quitté Southampton pour son premier voyage vers New York. Le dimanche 14 avril, le temps était devenu extrêmement froid, mais la mer était calme. Je voulais en savoir plus, alors j'ai discuté avec l'archéologue maritime James Delgado. Voilà, c'est là que Fred Fleet était avec son collègue quand ils ont vu l'iceberg et ont sonné la cloche et quand la passerelle a demandé « Que voyez-vous » ? Iceberg droit devant, et voilà. Et sur cette passerelle où le télémoteur demeure, où Robert Hitchens a tourné la roue en vain. Cette nuit-là, le Titanic a reçu plusieurs avertissements de glace, mais a continué à pleine vitesse. À 23h40, un iceberg a été repéré, mais il était trop tard pour l'éviter. La collision a percé fatalement 5 des 16 compartiments étanches. L'eau a scellé le destin du navire. En quelques heures, le plus grand navire du monde a coulé, emportant 1496 vies, mais le navire, construit pour 7,5 millions de dollars, n'avait généré aucun bénéfice. Je suis certain que dirigeants et assureurs ont vite évoqué la question d'argent.
Qui paierait la perte et comment le bilan de cette catastrophe serait-il réglé? Le Titanic était assuré. En 1912, la White Star Line assurait coque et machines pour 5 millions de dollars avec une prime de 37 500 dollars, soit moins de 1% du coût du navire. La police était répartie entre plus de 70 assureurs chez Lloyd's de Londres pour éviter qu'une seule entreprise supporte la perte. Le 15 avril, alors que des survivants dérivaient encore dans l'Atlantique Nord, les agents de Lloyd's commencèrent à calculer l'indemnisation. En moins de 30 jours, 5 millions de dollars furent versés à la White Star Line. À ce moment-là, l'épave du Titanic devint la plus grande demande d'indemnisation maritime de l'histoire. En octobre 1912, la compagnie demanda au district sud de New York de limiter sa responsabilité, soutenant que la catastrophe était accidentelle. Le Titanic transportait plus de 3000 sacs postaux pour la Royal Mail et du fret valant des dizaines de milliers de dollars, comprenant des grands crus et des pièces automobiles. Toutes les expéditions étaient assurées et les réclamations réglées rapidement. Pour les assureurs, le Titanic représentait une entreprise coûteuse. Les indemnités ont permis à la White Star Line de survivre à la perte de son navire amiral. La White Star Line s'est relevée grâce à son assurance, tandis que les familles des passagers et de l'équipage ont demandé des indemnités. Plus de 100 poursuites ont été intentées en Amérique, pour un total de 16 millions de dollars, soit près du double du coût de construction du navire. La plus grande demande individuelle est venue de la famille Guggenheim, qui a réclamé 470 000 dollars pour la mort de Benjamin Guggenheim. La White Star Line a affirmé devant le tribunal que, selon le droit maritime, sa responsabilité se limitait à la valeur des canaux de sauvetage et de l'équipement restant, soit 91 000 dollars. Après 3 ans de procédure, un accord fut trouvé en décembre 1915. Les familles ont reçu 664 000 dollars, soit moins de 5% de leur demande initiale. Le règlement financier a marqué la fin du Titanic en tant qu'actif commercial, mais il a été le début d'une icône culturelle. Chaque année, l'histoire gagnait en valeur, alors que l'épave, invisible, se décomposait au fond de la mer. Le Titanic a été construit pour générer plus de 20 millions de dollars de revenus au cours de sa vie, et l'histoire économique du navire aurait dû s'arrêter là. Mais ce n'était en réalité que le début. Pendant 73 ans, le Titanic a été la tombe la plus chère sous l'océan. Beaucoup pensaient craindre qu'il resterait introuvable, mais la quête du Titanic a créé une nouvelle économie basée sur les expéditions, la technologie et les découvertes. Cela porte le coût total du Titanic à 5,6 millions de dollars. Lorsque le Titanic a coulé en 1912, l'épave reposait à 3800 mètres sous l'Atlantique Nord. La technologie de l'époque ne permettait pas d'y accéder. La position exacte de l'épave était également incertaine. Les dernières coordonnées radio du Titanic le situaient à 15 miles de son véritable lieu de repos. Durant des décennies, il est resté inaccessible. Quelques mois après le naufrage, des projets de récupération ont été proposés. Un projet proposait d'injecter de l'air comprimé dans la coque pour faire remonter le Titanic. En 1914, une entreprise britannique voulait utiliser des électroaimants pour soulever un sous-marin par section. On estimait que renflouer le Titanic coûterait des millions, à une époque où même les gouvernements les plus riches n'investissaient tant n'est pas dans une technologie sans preuve qu'elle fonctionnerait réellement. Pendant les années 1920 et 1930, le Titanic est resté un mythe. Caché sous les vagues, seule sa légende prenait de l'ampleur. Après la Seconde Guerre mondiale, l'exploration des grands fonds a vite progressé grâce aux sonars qui cartographiaient les fonds marins. Dans les années 1960 et 1970, des aventuriers privés ont proposé des expéditions. Certains prévoyaient d'utiliser des sous-marins nucléaires. Certains ont proposé d'envoyer des engins habités draguer le fond de l'océan avec de grands filets. Des millions ont été promis, mais chaque expédition a échoué. L'épave est restée cachée dans l'obscurité. Le Titanic devenait quelque chose de nouveau, un gouffre économique où les chasseurs de trésors dépensaient des fortunes sans retour. Mais sa valeur culturelle grandissait à chaque essai. Pour une société de récupération, les retours pouvaient être énormes. Dans les années 1980, la technologie avait enfin rattrapé son retard. En 1985, Robert Ballard, de l'Institut océanographique Woods Hole, s'est associé à un institut de recherche français. Ensemble, ils ont lancé une expédition utilisant un sonar avancé et un traîneau robotisé nommé Argo.
Le coût s'est élevé à plusieurs millions, financé en partie par la marine américaine. La mission visait à tester du matériel pour localiser des sous-marins coulés. La recherche du Titanic était une couverture. Le 1er septembre 1985, peu après minuit, les caméras d'Argo ont envoyé les premières images. Une chaudière à demi enfouie dans le sable, des débris dispersés sur le fond marin, puis la proue brisée du Titanic émergeant de l'obscurité, tel un fantôme. Le navire avait été retrouvé 73 ans après sa disparition, mettant fin aux coûteuses recherches de millions de dollars. La participation de la marine américaine a empêché la publication des coûts exacts, mais on estimait l'expédition entre 5 et 10 millions de dollars en 1985, soit plus que la construction du Titanic en 1912. La recherche de l'épave a coûté plus que la construction du navire. L'annonce de sa découverte a captivé le monde. Pendant des décennies, le Titanic fut le plus grand mystère maritime non résolu. Maintenant, enfin, il était visible, sa proue intacte mais marquée de cicatrices. Sa poupe était brisée, mais son pont, ses rambardes et ses lustres restaient en partie intacts. L'épave elle-même et ce qu'elle contenait avaient une nouvelle forme de valeur. Le Titanic avait commencé comme un atout commercial, mais désormais sa valeur économique ne se mesurait plus en voyage, mais dans l'histoire qu'il racontait. La découverte posait une nouvelle question. Le Titanic devait-il rester intact ou ses artefacts devaient-ils être récupérés ? En moins de 2 ans, les premières expéditions de récupération commencèrent et l'économie du Titanic passa des indemnisations et pertes de revenus aux ventes aux enchères, collections et souvenirs. Le total investi dans le Titanic atteint désormais environ 15,6 millions de dollars. En 1987, 2 ans après la découverte du Titanic, la première mission de récupération a commencé. Royal Mail Ship Titanic Inc., société américaine, a obtenu les droits exclusifs de récupération. Avec des submersibles français habités, ils ont atteint l'épave à 3800 mètres et commencé à récupérer des objets. Des assiettes en porcelaine, des couverts estampillés de l'insigne de la White Star, des vêtements, même des bouteilles échelles de champagne non ouvertes, ont tous été remontés des profondeurs. Au cours des 2 décennies suivantes, Royal Mail Ship Titanic Incorporated a récupéré plus de 5500 objets. Les coûts de conservation ont atteint plusieurs millions de dollars, tandis que la valeur des artefacts a augmenté avec l'intérêt croissant du public. Une assiette ayant nourri un passager de 3e classe peut aujourd'hui valoir des dizaines de milliers de dollars. Un bracelet orné de bijoux, récupéré dans la boue du fond marin, a été estimé à plusieurs centaines de milliers de dollars. Chaque artefact extrait de la boue valait plus qu'un salaire de toute une vie pour le passager qui en était propriétaire. En 2018, la valeur de la collection avait grimpé à la somme stupéfiante de 200 millions de dollars. Le trésor était si prisé qu'un lot de porcelaine du Titanic s'est vendu à plus d'1 million aux enchères. Une clé de casier de gilet de sauvetage a été vendue 85 000 dollars. Un menu du dernier dîner sur le navire a été vendu 118 000 dollars. En termes financiers, l'objet a dépassé plus de 20 fois le coût de construction initial du Titanic. Qui possède le Titanic ? Les tribunaux américains ont statué que l'épave ne pouvait appartenir à personne. C'est une tombe maritime protégée par le droit maritime international. Cependant, les objets retrouvés pouvaient être réclamés par leurs découvreurs. Royal Mail Ship Titanic Incorporated a obtenu en 1994 les droits exclusifs de sauvetage, entraînant des décennies de litiges juridiques. Musées et gouvernements et descendants des passagers ont débattu sur l'achat et la vente des biens du navire comme marchandise. L'épave du Titanic est inestimable et intouchable, mais ses couverts, ses bijoux, voire ses bagages, pouvaient être achetés aux enchères. Eh bien, c'est un problème vieux comme le monde, n'est-ce pas ? Vraiment, je veux dire, il y a une multitude de choses qui ont été extraites du sol et qui finissent par être vendues. Les objets du Titanic font partie de ces choses qui ont certainement suscité beaucoup d'intérêt et les gens ont toujours cherché à les acheter. Pour être clair, rien de ce qui a été remonté de l'épave depuis sa découverte en 1985 n'a été acheté. Tout ce qui a été récupéré là-bas l'a été sous l'égide des tribunaux, d'abord en France, puis finalement aux États-Unis, où, selon le droit maritime et le droit du sauvetage, ces sauveteurs en possession ont eu pour mission de conserver la collection intacte et de la partager avec le public. Et en tant que gardiens, ils ont accepté ces conditions. Les expositions sur le Titanic voyagent et relient les gens à l'histoire via des objets authentiques.
pour des millions, les artefacts sont devenus un lien avec la tragédie humaine de 1912. Ces objets ne sont pas simplement précieux, ils sont irremplaçables. Chacun porte une charge émotionnelle qui rend sa valeur économique presque impossible à mesurer. Les artefacts ne restaient tant pas dans des coffres forts, ils voyageaient autour du monde. Des expositions sur le Titanic ont ouvert à Londres, Paris, New York, Tokyo et Sydney. Des millions de personnes ont payé pour les voir. Dans certaines villes, les expositions ont attiré des foules, records, générant des revenus de plusieurs dizaines de millions de dollars. Pour Royal Mail Ship Titanic Inc., l'épave n'était pas seulement un pari juridique, c'était un modèle économique. L'histoire du navire pouvait maintenant être monétisée mondialement. Les objets individuels du Titanic qui avaient échappé au fond marin se vendaient à des sommes énormes. En 2013, le violon du chef d'orchestre Wallace Hartley, joué pendant le naufrage, a été vendu 1,7 million de dollars. Une chaise longue du navire a été vendue 300 000 dollars. Même un sifflet utilisé par un officier survivant a atteint plus de 100 000 dollars. Mais les objets récupérés n'étaient que des fragments. L'épave elle-même est restée intacte, protégée par la loi et la profondeur. Et voici la contradiction. La coque, les hélices et les moteurs du Titanic, des milliers de tonnes d'acier, n'ont aucune valeur comme épave à récupérer. Mais une bague, un menu ou une pièce de porcelaine fine peuvent valoir des fortunes. Au début des années 1990, l'histoire économique du Titanic avait radicalement changé. Il ne s'agissait plus de navires, d'assurances ou même d'artefacts. Il s'agissait des médias. Le total atteint désormais la somme vertigineuse de 215,6 millions de dollars. En 1997, James Cameron a sorti Titanic. À l'époque, ce film était le plus coûteux jamais réalisé, avec un budget de 200 millions de dollars. Comme le navire, le pari était immense et les critiques annonçaient la ruine. Au lieu de cela, le film est devenu l'une des œuvres médiatiques les plus rentables de l'histoire. Titanic a rapporté 2,26 milliards de dollars dans le monde entier lors de sa sortie initiale et de ses rééditions ultérieures. Plus de 30 millions de disques vidéo numériques ont été vendus. La bande originale, portée par My Heart Will Go On de Céline Dion, s'est écoulée à plus de 30 millions d'exemplaires, devenant l'un des albums les plus vendus de l'histoire. Le film était plus qu'un simple divertissement, c'était une industrie à lui tout seul. Le succès du film a généré un effet d'entraînement. Les produits de dérivés du Titanic ont envahi le marché. Des répliques de bijoux, des maquettes de navires, des assiettes commémoratives. Le tourisme à Belfast et à Halifax a explosé. Des dizaines de documentaires ont suivi, dont beaucoup financés grâce au succès du film de Cameron. Le film a transformé le Titanic, passant d'une tragédie historique à une franchise mondiale. Un empire médiatique valant des milliards de dollars, où l'histoire elle-même est devenue l'artefact le plus précieux, inspirant de nombreux documentaires et des vidéos comme celle-ci. L'ironie de réaliser cette vidéo ne m'échappe pas. En 2003, Disney et Cameron ont sorti Fantôme des abysses, filmé avec des submersibles sur l'épave. Avec un budget de 13 millions de dollars, il a rapporté 28,7 millions dans le monde. Des chaînes comme National Geographic, Discovery Channel et la British Broadcasting Corporation en ont ajouté des dizaines, chacune attirant des millions de téléspectateurs. Le film de James Cameron est célèbrement porté par l'album de Céline Dion, My Heart Will Go On. Celui-ci s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde et a généré environ 350 millions de dollars, devenant ainsi la bande originale orchestrale la plus vendue de l'histoire. Dans les 5 ans suivant sa sortie, l'édition vidéo du film s'est vendue à plus de 58 millions d'exemplaires et a rapporté 600 millions de dollars supplémentaires. Le total ne cesse d'augmenter, atteignant désormais la somme de 3,2 milliards de dollars, ce qui fait paraître les chiffres précédents dérisoires en comparaison. Mais la valeur de Titanic a de nouveau changé. Ce n'était plus seulement une épave ou un film, c'est devenu une destination. Les villes liées à la construction, au voyage et à la mémoire du Titanic ont fait de la légende une attraction touristique. Les musées, les esboussons et les expositions sont devenus des moteurs de l'économie locale. Le 31 mars 2012 exactement. 100 ans après le lancement du Titanic, Belfast a inauguré un nouveau monument dédié au navire. Titanic Belfast est un musée et centre d'accueil des visiteurs de 77 millions de dollars, ouvert sur le site des anciens chantiers navals Harland et Wolff. Il a été conçu pour être plus qu'un mémorial. Il a été construit pour être un moteur économique. Au cours des 3 premières années,
plus de 100 millions de dollars ont été dépensés par les visiteurs dans les hôtels, les restaurants et les visites autour de la ville. En 10 ans, Titanic Belfast a accueilli plus de 6 millions de visiteurs. Les dépenses directes au musée ont atteint près de 550 millions de dollars, faisant de celui-ci l'un des attouts les plus rentables d'Irlande du Nord. Selon un rapport de Deloitte, cette industrie rapporte plus de 100 millions de livres sterling à Belfast chaque année. Ce qui était autrefois un chantier naval abandonné est aujourd'hui un quartier touristique rentable, soutenu presque entièrement par l'héritage du Titanic. L'économie après la catastrophe dépasse largement Belfast. Halifax, en Nouvelle-Écosse, où reposent plus de 100 victimes, attire chaque année de nombreux touristes. Les parcours et mémoriaux du Titanic à Southampton attirent des milliers de visiteurs. New York propose des visites guidées sur le Titanic et chaque ville profite de l'héritage du navire. Même la Chine a construit une réplique grandeur nature dans le cadre d'un parc à thème Titanic. Depuis les années 1990, des expositions itinérantes de Royal Mail Ship Titanic Incorporated et d'autres ont parcouru le monde, de Tokyo à Las Vegas, attirant plus de 30 millions de visiteurs en 30 ans, avec des billets à 30 $. Ces expositions à elles seules ont généré près de 900 millions de dollars de revenus, brouillant la frontière entre l'archéologie et le divertissement. Quand une histoire attire assez d'attention pour créer une industrie de plusieurs milliards de dollars, les produits dérivés suivent. En 2021, Lego a sorti son coffret Titanic, l'un des plus grands de l'histoire de la société. Le coffret, vendu au prix de 680 $, s'est retrouvé en rupture de stock quelques semaines seulement après son lancement. On estime que plus de 50 000 unités ont été vendues dans le monde, générant plus de 30 millions de dollars de revenus. Le tourisme, les expositions et les produits d'un dérivé profitent, on le sent tous, de sa mémoire. Mais à 3800 mètres sous l'Atlantique repose l'actif original lui-même, l'épave. Au XXIe siècle, la technologie permet enfin aux clients payants de le voir de leurs propres yeux. C'était passionnant. Toutes ces personnes avaient payé une somme importante, mais on m'a offert la chance d'y aller et de pouvoir rapporter honnêtement ce que j'ai vu concernant le déroulement de ces plongées. C'était quelque peu surréaliste de se retrouver enfermé dans une sphère en nickel-acier de 2 mètres de diamètre, verrouillé à l'intérieur, puis de descendre pendant 2 heures et demie en spirale dans un froid croissant et une obscurité éternelle. Les parois du sous-marin commencent à ruisseler à cause de la condensation de votre souffle, car la chaleur que vous apportez dans l'air chaud se condense à mesure qu'il fait plus froid. Vous atterrissez soudain sur le fond marin avec un léger choc, observant la vaste plaine abyssale de boue, divers organismes marins et des fragments de charbon. Le sonar détecte un immense mur devant vous et, alors que vous avancez, soudainement, sortant de la pénombre, pour moi, la proue à bord du Titanic est apparue, encore peinte mais saignant. La valeur économique totale du Titanic est de 4,6 milliards de dollars, un montant que personne n'aurait pu prévoir. Pendant 73 ans, le Titanic était resté hors de vue. En 1985, l'épave a été retrouvée, accessible uniquement aux scientifiques et aux caméras. La technologie a changé cela. Pour la première fois, des civils pouvaient visiter le Titanic. Le coût, 250 000 $. OceanGate a vendu des places dans un submersible expérimental, promettant aux touristes un voyage unique vers l'épave la plus célèbre du monde. Chaque expédition n'emportait qu'une poignée de passagers, mais même une seule saison de plongée pouvait générer des millions de revenus, une destination pour le tourisme d'aventure d'élite. Pour beaucoup, le prix en valait la peine, $250 000 pour se retrouver face à face avec l'histoire. Mais les risques sont aussi extrêmes que la profondeur et, pour certains, le prix dépassait largement le simple coût d'entrée. En 1912, la suite de première classe du Titanic coûtait l'équivalent de 100 000 $. En 2023, un billet pour voir sa tombe coûtait plus du double. Ils ont payé pour une tombe aquatique. Le dernier argent qu'ils aient jamais dépensé. Depuis la découverte du Titanic, une question subsiste. Peut-on remonter le Titanic à la surface ? Les ingénieurs évaluent déjà le coût du relevage du navire à plus d'1 milliard de dollars aujourd'hui. Étant donné que le Costa Concordia a coûté plus d'1 milliard, j'imagine que le Titanic serait nettement plus cher. Le Titanic repose en morceaux.
éparpillé sur le fond marin, trop fragile pour survivre à toute tentative. Mais les gens continuent souvent de spéculer. Si l'épave pouvait, d'une manière ou d'une autre, être remontée, quelle serait sa valeur? Les musées estiment sa valeur à des milliards. Les maisons d'enchères proposent 5 milliards ou plus, mais la loi internationale l'interdit. L'épave a été classée mémorial maritime, pas comme cible de sauvetage. En termes économiques, le Titanic est devenu le paradoxe ultime. L'épave la plus précieuse du monde ne pourra jamais être vendue. La valeur culturelle et commerciale du Titanic sont indissociables. Les archéologues vont peut-être voir un site sacré, alors que les entrepreneurs y perçoivent des profits. Chaque artefact, billet et documentaire s'ajoute à son bilan. Contrairement à l'or ou au pétrole, la valeur du Titanic augmente à mesure qu'il se dégrade. Sa coque rouillée attise la fascination qui génère du profit. Les actionnaires qui détiennent les droits de récupération pourraient, au bon prix, les vendre à un collectionneur privé, à une entreprise ou même à une nation, transformant ainsi le mythe en un actif négociable. Trop fragile pour être remonté, le Titanic a été capturé numériquement grâce à des scans laser 3D. Ces répliques numériques pourraient alimenter un tourisme virtuel valant des centaines de millions, atteignant un public bien plus large que ceux qui s'y sont rendus en personne. Alors, où en est-on le bilan ? La construction du Titanic a coûté 7,5 millions de dollars. Les artefacts valent 200 millions de dollars. Le film de James Cameron a généré plus de 2 milliards de dollars, dont plus d'1 milliard grâce au tourisme et aux expositions à Belfast, un total impressionnant. Aujourd'hui, la valeur du Titanic dépasse 4,7 milliards de dollars et continue d'augmenter. Le Titanic, bien qu'ayant causé une perte à ses propriétaires en coulant, gagne chaque jour en valeur. Il était censé générer 25 millions de dollars sur 2 décennies. Au cours du siècle dernier, il a généré bien plus de 200 fois cette valeur.